la rivalité liée à la présence d'une femelle, etc. Donc sans ignorer la finalité de cette pratique, la finalité concrète qui était la mise à mort donc, du gibier, les Quechua explicitent ce rapport sous deux façons. On comprend bien que c'est un discours sur la chasse. Ils explicitent ce rapport comme une feinte, d'une part, et d'autre part comme le moyen d'établir de manière provisoire une relation de connivence tout à fait intime avec leur proie, en qui ces signaux devraient susciter une émotion spécifique. Tout l'art du chasseur consiste à faire répondre sa proie, puisqu'il s'établit un véritable dialogue, c'est-à-dire le chasseur mime au départ un certain signal, effectue un certain signal, il attend une réponse et il enchaîne à nouveau un vrai dialogue. Donc l'art du chasseur est de faire répondre sa proie et de l'émouvoir, c'est une traduction littérale du discours des chasseurs, en suscitant des désirs ou de la colère, et surtout le sentiment d'être face à un congénère, décrit comme un parent par les Quechua. Donc ces hurlements de singes ou ces cris d'oiseaux sont investis d'un sens très précis dans un contexte où le chasseur épouse au plus près la perspective mentale de sa proie pour simuler une action qu'il saura tourner à son avantage. Donc je précise que ces pratiques de feinte sonore, donc de masques sonores, s'articulent avec d'autres pratiques qui sont les mesures olfactives ou des pratiques des bains des chasseurs, donc par exemple avec le but c'est de s'enduire d'une odeur pourrie, particulièrement pourrie, qui est celle de certains fruits, donc de l'arbre boulet de canon, je crois que ça s'appelle, qui fait des fruits en forme assez gros et qui ont une odeur très très forte, qui s'enduisent les avant-bras. Ils ont des pratiques rituelles avec certaines plantes, des bains de plantes. Et également un contrôle des saveurs, important, puisque en cas de chasse bredouille répétée, on dira donc de ces chasseurs malchanceux qu'ils ont la bouche trop sucrée. Euphémisme donc signifiant à la fois que l'empattement ou la mollesse de leur voix et leur manque de souffle pour tirer un dard à la sarbacane. Donc pour délier les langues, une pratique assez courante est de prélever la langue d'un petit oiseau imitateur et de l'absorber crue dans une potion de tabac, donc macérée, feuille de tabac macérée, qui est donc un procédé par lequel l'oiseau transmettrait donc sa faculté d'imiter les sons aux chasseurs. Donc en somme, que peut-on conclure de ces diverses pratiques de dissimulation en fait, de l'identité humaine du chasseur? On voit tout d'abord s'exprimer une véritable théorie indigène de l'illusion perceptive ou de la feinte, qui est une relation symboliquement prégnante située à mi-chemin entre un rapport réciproque en fait, avec le gibier, qui est évidemment nullement réciproque dans la chasse, puisqu'il y a une mise à mort, et un simple rapport de prédation. Donc il s'établit une relation de connivence qui est instrumentalisée au service de la mise à mort. Mais l'enjeu ne réside pas tant dans le caractère sournois d'une chasse implacablement efficace par ailleurs. L'enjeu qui nous importe concerne plutôt le rapport entre la simulation, le fait d'imiter une voix, et l'acquisition pour le chasseur, prétendue par le chasseur, d'une perspective étrangère, qui est, rappelons-le, au fondement de la pensée animiste, qui est répandue dans les mastères, qui consiste à attribuer des états mentaux et certains comportements sociaux à des entités non humaines, parmi lesquelles on trouve des animaux, des esprits, des artefacts parfois, des plantes, etc. Donc, est considéré comme sujet ou agent doté d'une psychologie qui occuperait une position d'énonciation spécifique. Et sur un plan symbolique, on voit que cette technique exige du chasseur un affranchissement provisoire de son identité humaine, indispensable à la réussite synégétique. Donc cette identification, qui reste sur un plan symbolique, de l'homme à l'animal, trouvera maint écho dans la mythologie en particulier, qui décrit les métamorphoses des chasseurs en pécari suite à des alliances nouées avec les esprits ou avec un esprit maître du gibier. Un second point à noter pour conclure sur la chasse, c'est le caractère éminemment paradoxal de cette pratique qui est susceptible à tout moment de se retourner contre le chasseur. On atteste d'innombrables récits de chasseurs chassés qui, en croyant leurrer un tinamou ou un singe attel, se retrouveront nez à nez avec le fantôme terrifiant d'un maître du gibier, dupé par sa voix animale. Donc la reconnaissance d'un décalage possible entre le locuteur réel et l'énonciateur supposé offre alors un contexte tout à fait favorable au basculement imprévisible de la relation de prédation. Nous avons encore affaire ici avec un contexte d'interaction très familier en Amazonie, répandu, je pense, chez beaucoup d'autres sociétés amazoniennes.
Qu'en est-il de la communication rituelle que les chamans établissent avec les esprits? Je souhaite montrer ici que l'efficacité de certaines pratiques chamaniques se fonde précisément sur la capacité que possède le chasseur ou le chaman de prêter sa voix aux esprits, en ayant recours à des techniques d'énonciation spécifiques qui visent à affranchir son discours des règles du langage ou de la signification ordinaire. Ce n'est pas tant le contenu sémantique de son chant, mais pragmatiquement la forme que revêt son discours qui le place dans une position d'interaction assez privilégiée avec le monde des esprits. D'abord, je vais vous parler un peu de comment voir comment ce savoir est-il transmis, ce savoir sur les chants rituels dont je vous ferai écouter tout à l'heure quelques extraits, de courts extraits. Souvent les novices possèdent deux versions de leur apprentissage des chants rituels. Selon la version officielle, c'est un père ou un oncle qui transmet ces chants en transmettant également l'usage du tabac fumé et absorbé sous forme de potion, de macérat. Selon une version plus secrète, qui appartient à la biographie des grands chasseurs et des chamans, puisque la distinction entre chasseurs talentueux et chamans n'est pas toujours évidente, ou parfois se confond. L'acquisition de... selon une version plus secrète, c'est au cours d'une initiation, une véritable initiation, que les apprentis accèdent à un tel savoir. Donc l'acquisition de ces performances vocales suppose la mise en place d'un contexte spécial de communication rituelle, dans un état de narcose, obtenu par l'ingestion d'une autre plante qui est un puissant psychotrope qui n'est pas l'ayahuasca, mais une espèce de solanacée proche de la datura, qui est la plante Malikawa, type de brugmansia. Au cours des hallucinations visuelles qui sont suite à la prise de ces psychotropes, des apparitions féminines, des esprits apparaissent aux chasseurs et le font marcher sur un chemin en forêt. L'acquisition de ces compétences, d'une compétence à imiter les gibiers ou d'une compétence rituelle, c'est-à-dire à énoncer un chant qui permettra d'appeler le gibier, donc s'effectue sous la tutelle de ses bienfaitrices, sous la forme d'une simulation gestuelle puis sonore. Le chasseur brandit sa main, faisant office d'arme à feu ou d'embout de sarbacane, et vise des proies imaginaires, inhabituellement dociles, qui apparaissent comme dociles, c'est pendant l'état de narcose. Et donc il feint de tuer ses proies. C'est à partir des récits d'initiation de plusieurs chasseurs que j'ai pu obtenir ces informations. Et le moment crucial de l'initiation s'accomplit au moment où, assez rapidement, en fait, le chasseur, donc après la prise de ce psychotrope, tombe dans un état de léthargie. En fait, il s'endort, il tombe, il ne contrôle plus son corps. Et donc, dans un rêve, il rentre en communication avec l'esprit maître du gibier, qui l'identifie par sa voix et son apparence mi-femme, mi-oiseau. Je précise que ça, cette étude est faite à partir de la confrontation de plusieurs témoignages de chasseurs dans la région de Testessa. Donc j'imagine bien que, par exemple, sur le Haut-Napo, où j'ai pu faire un peu de terrain, la situation soit encore, par exemple, différente, puisqu'on a parlé d'esprits maîtres des animaux qui se manifestaient sous la forme de paresseux et non pas d'oiseaux. Voilà. Donc ce sont des oiseaux, des femmes oiseaux qui apparaissent au chasseur dans ses rêves, qui lui ordonnent de reproduire une mélodie sifflée. Et ainsi, par exemple, l'imitation du ululement de la chevêchette, parce que ce sont particulièrement des oiseaux nocturnes, le petit duc, la chevêchette, ou le locotinga, donc qui ont des signaux sonores assez marquants. Et donc l'imitation du ululement de la chevêchette permet aux novices d'acquérir instantanément un chant qui sera adressé plus tard au pécari. Donc ce qu'il faut retenir pour simplifier, c'est que le mode de transmission de ce savoir procède d'une intériorisation par le sujet de la voix de l'esprit, une voix animalisée ou un sifflement d'oiseau, qui coïncide de manière synchronique avec la mémorisation d'un chant. Quelles peuvent être les conséquences de cet apprentissage sur l'efficacité des chants en eux-mêmes, l'efficacité rituelle? En s'appropriant la voix du maître, l'initié acquiert une perspective semblable à la sienne et va partager de ce pas, c'est le but de l'opération, un contrôle symbolique analogue sur le gibier. Les chants de chasse seront adressés aux esprits maîtres en s'accompagnant de la prise rituelle de tabac, donc la veille d'un départ en chasse ou lors d'une expédition en forêt. Puisqu'ils font des expéditions de chasse parfois en saison propice de plusieurs jours, y compris plusieurs semaines. Donc l'idée étant que la voix du chasseur se confondrait avec celle des esprits
des esprits maîtres pour séduire leur progéniture. Donc si l'on compare le rôle de l'imitation sonore avec celui qu'il endosse dans la chasse, il ne s'agit plus d'une technique de feinte, mais d'une modalité efficace de transmission de savoir, enchâssée dans un dispositif énonciatif complexe qui suppose la coexistence de devoirs identiques. À présent, quelle est la répercussion de cet apprentissage sur la poétique des chants rituels? La poétique des chants adressés au gibier consiste globalement en une forme paralléliste ponctuée de nombreuses répétitions, où se mêlent et s'alternent des images sonores, des onomatopées donc, et des propositions destinées à séduire les esprits maîtres. Dans ces chants, il est clair que l'efficacité est liée au contexte d'apprentissage qui précède et qui a pour fonction d'instaurer un rapport spécifique au langage, dont la fonction communicative traditionnelle vient implicitement se subordonner à une fonction de transformation. Je vais essayer d'aller rapidement. L'usage d'un masque sonore dans le discours rituel, dans le langage rituel, s'inscrit de manière plus générale dans un dispositif de citation de la voix des esprits, des voix surnaturelles, qui fondent l'autorité du discours, comme je vous ferai écouter tout à l'heure. Les chants thérapeutiques également exploitent fortement donc l'emploi de l'imitation, la simulation de la voix de l'anaconda, qui est à la fois un agent pathogène et à la fois un esprit auxiliaire potentiel du chaman, des chamans puissants. Et donc voilà, permettant en fait aux spécialistes rituels d'interagir de manière codifiée avec les esprits. Donc en somme, pour conclure, de la chasse sonore à l'apprentissage des chants rituels, l'enjeu consiste bien dans un contrôle symbolique ou réel, mais toujours sonore de l'échange intersubjectif. L'identification spontanée entre ces images, ces onomatopées et la voix apparaît comme un point d'ancrage déterminant de la pensée animiste, favorable à l'attribution d'un statut d'agent intentionnel à des non-humains, sur le critère d'une disposition expressive qui leur est accordée. De ce point de vue, l'expérience de la chasse en forêt pourrait se situer au bas d'un continuum de pratiques destinées à communiquer avec les non-humains et n'est pas si étrangère à l'expérience chamanique, à la différence près que les sons ne jouent pas le rôle d'une métamorphose dans la chasse. Si ces deux modes de communication, les vocalises et les chants, n'endossent pas la même valeur sur le plan rituel, ils partagent cependant le présupposé qu'imiter une voix pourrait engendrer une forme de communication, et que toute voix, et qu'au-delà de la communication entre humains, toute voix constitue l'émetteur comme un sujet digne d'interagir socialement, de se comporter comme un agent, animal ou esprit. Dans la parole rituelle, cette communication, au-delà des frontières du langage humain, donc, exige que l'énonciateur prête littéralement sa voix aux esprits, ce que l'on a vu s'exprimer dans une forme linguistique, la forme linguistique de certains chants, imprégnés de voix masquées ou animalisées, qui constituent une forme poétique et raffinée de métamorphose chamanique. Je vous remercie. Ça, c'est les cris dans la chasse. Et par contre, ils sont du côté péruvien. Et ils ont la malchance, si l'on peut dire, d'être très loin des routes, très loin des postes internet, et par contre très près d'une base pétrolière. Et donc il y a très peu de journalistes, donc rien n'est médiatisé, et tout ce qui est au niveau de leurs revendications politiques tombe, à part depuis l'année dernière où il y a eu des effets, enfin des problèmes assez graves au Pérou, dans la région de Bagua, avec des populations d'origine valuna. Il y a eu des soulèvements en écho dans la région où j'ai travaillé, donc du côté de Andoas, près de la frontière équatorienne. Mais ça a été seulement là, depuis l'année dernière médiatisé, et puis ça fait 30 ans que ça dure. J'ai été moi-même pris dans des conflits-là, engagée comme porte-parole d'une fédération qui est immédiatement tombée à l'eau au bout de 6 mois parce qu'il y a de grandes difficultés pour reconnaître un chef, un leader à l'échelle transcommunautaire. Donc parler d'autonomie politique, c'est une question vraiment délicate. Parce que ça veut dire parler de souveraineté, parler d'une représentation du bien commun qui est notre modèle de contrat social, qui ne correspond pas nécessairement à la représentation du pouvoir en Amazonie.